Bonjour à tous. Moi, je suis enseignant-chercheur au sein de la même UMR que Eric, Écologie et Santé des écosystèmes à Rennes, et j'enseigne au sein du pôle halieutique d'AgroCampus Rennes. Cet exposé que j'ai beaucoup de plaisir à faire, je remercie les organisateurs pour l'invitation. L'objectif de cet exposé, c'est de vous apporter un éclairage sur la façon dont on gère l'incertitude ou les incertitudes dans les modèles d'aide à la décision pour la gestion des ressources halieutiques. Voilà, donc un focus sur un thème particulier. Alors tout le monde a entendu parler des problèmes de gestion des ressources halieutiques, hein, ce sont des sujets qui reviennent régulièrement dans les médias. Ce qu'on peut retenir, c'est que les ressources halieutiques, ce sont globalement des ressources mal connues. Eric a un petit peu mentionné cette idée-là. Et globalement, quand même, pour ce que l'on en connaît, hein, fragilisées. Alors juste ici un exemple qui porte sur l'état des stocks des eaux européennes. Alors le premier chiffre que l'on peut retenir, c'est que 65% des stocks de poissons sont considérés aujourd'hui comme mal connus. Voilà, on n'a pas assez d'informations pour donner des idées sur leur état. Et dans les 35% restants, sur lesquels on dispose d'une évaluation de l'état, plus près ? Oui, pardon. Sur les 35% restants, on a un tiers, ou un tout petit peu plus d'un tiers, qui sont considérés comme gérés durablement, donc avec un niveau de capture qui correspond au rendement maximum durable, on en reparlera, et puis 65% qui sont considérés comme surexploités. Donc mal connus et globalement fragilisés. Alors si on dézoome et qu'on regarde à l'échelle mondiale, ici vous avez un travail récent qui est paru dans Nature il y a 15 jours, qui montre une reconstruction des captures totales par l'ensemble des pêches mondiales. Alors vous voyez que globalement, on voit deux choses. On voit d'abord un plafonnement à partir du début des années 90. Alors ça, c'est un signe de surexploitation. Et j'ai rajouté ici une grosse flèche rouge qui montre le niveau d'incertitude absolument énorme que l'on a sur l'estimation des captures totales au niveau mondial, entre en gros 50 millions de tonnes et 150 millions de tonnes à l'heure actuelle. Donc une incertitude absolument majeure. Alors donc l'incertitude, c'est vraiment une caractéristique absolument fondamentale, intrinsèque des sciences halieutiques, que les halieutes ont depuis longtemps intégrée dans leur pratique à la fois scientifique et également d'expertise scientifique. On en parlait tout à l'heure. Et alors juste pour retenir deux idées essentielles, la première idée, c'est que on travaille, quand on parle de ressources halieutiques, sur des systèmes qui sont difficiles à observer. Alors il y a une phrase célèbre de John Shepherd qui dit que compter les poissons, c'est comme compter des arbres, sauf que les poissons, c'est invisible et ça bouge, qu'on peut traduire l'eau est trouble et on ne peut pas vider la baignoire. Donc la mer, c'est un milieu qui est difficile à observer, de toute façon. Et puis la deuxième idée, c'est que les systèmes sur lesquels on travaille sont régis par de multiples interactions trophiques, donc des espèces qui se mangent entre elles, des interactions avec l'environnement, avec le climat, avec les pressions anthropiques, qui fait que leur trajectoire est extrêmement difficile à prévoir. Voilà. Deux idées qui font que vraiment tout cela est très incertain. Et donc la quantification des incertitudes et des risques inhérents quand on prend des décisions de gestion, ce sont des éléments constitutifs de l'expertise scientifique pour l'aide à la décision de ces ressources. Donc ici, le petit schéma montre que la science, l'expertise et la décision sont connectées. L'incertitude est vraiment un élément central. Et l'approche de précaution est devenue vraiment quelque chose d'également assez central dans la façon dont les halieutes travaillent. Donc l'idée générale, c'est que les incertitudes doivent être prises en compte dans la prise de décision avec des déclarations qui datent de Rio en 92 et puis après des codes de conduite pour des bonnes pratiques de pêcherie édités par la FAO, la Commission européenne, etc. Donc il y a beaucoup de littérature là-dessus. Et du coup, la communauté scientifique halieutique a vraiment développé tout un arsenal de modèles et de méthodes, d'approches méthodologiques pour quantifier les incertitudes dans cette chaîne de traitement science, expertise. Bon, je parlerai peu de la décision, mais science, expertise surtout. Alors les modèles, il y a des modèles qui sont, la base des modèles, c'est la théorie écologique qu'on essaye de développer. Alors ici, un exemple très très simple, ce sont les modèles sur lesquels on s'appuie pour développer des estimations autour du rendement maximum durable.
Alors une courbe très très simple, vous avez l'augmentation de la pression de pêche sur l'axe des abscisses, et quand on augmente la pression de pêche sur un stock, inévitablement l'abondance diminue. Voilà, donc on a des modèles de dynamique de population qui permettent de traduire ces idées-là. Et à cette courbe, on peut surimposer la courbe des captures. Et donc l'idée, c'est que quand on augmente la pression de pêche, dans un premier temps, les captures vont augmenter, elles vont atteindre un maximum, et ensuite, irrémédiablement, elles vont décroître. Et ce maximum, quand on peut l'estimer, ça nous permet de raconter des choses sur qu'est-ce que c'est que le rendement maximum durable de cette pêcherie. Ça fait un point de référence sur lequel on s'appuie pour faire de la gestion. Alors ça, c'est la théorie écologique. Et puis, en parallèle, on développe des tas de méthodes de modélisation mathématique, probabiliste, statistique, qui visent à quantifier les incertitudes dans ces idées-là. Alors ces méthodes, pour la plupart, sont basées sur l'idée qu'on peut utiliser des distributions de probabilité, donc c'est le graphique de gauche, pour à la fois quantifier l'état de la connaissance et quantifier l'état des incertitudes sur ce que l'on sait. Une distribution de probabilité, c'est un objet mathématique bien défini, mais qui a plusieurs avantages. J'en ai listé ici quelques-uns. On utilise le même outil pour parler à la fois de ce que l'on sait et de ce que l'on ne sait pas. Donc c'est pratique. Sur le graphique, j'ai aussi indiqué ce qui peut se passer quand on acquiert des données supplémentaires, donc on améliore la connaissance, les distributions de probabilité vont se resserrer, on voit bien que l'incertitude diminue. Et donc on a des méthodes pour traduire cet apprentissage d'un point de vue probabiliste. Et puis le troisième point, c'est que c'est un outil qui est finalement mathématiquement rigoureux, mais qui offre une compréhension intuitive et une communication relativement aisée des notions d'incertitude. Donc ça, ce sont des outils qu'on utilise abondamment dans nos modèles. Et alors après, la question difficile qui vient, et puis Eric a commencé à l'introduire un petit peu, c'est la question de la propagation des différentes sources d'incertitude dans la chaîne de traitement. Alors on a évidemment des incertitudes au niveau des données. J'ai montré tout à l'heure le niveau d'incertitude qu'on a sur les captures, qui sont des sources de données essentielles dans ces modèles-là. Ces incertitudes vont se cumuler au niveau des modèles. Quand on passe au niveau des modèles, dans les modèles, il y a des hypothèses de fonctionnement des populations, par exemple, qui sont extrêmement incertaines, et puis il y a des paramètres qui sont aussi incertains. Tout cela se cumule et va se propager dans les diagnostics et les prédictions que l'on va chercher à faire à partir des modèles. Et ici, donc, on montre la façon dont une distribution de probabilité, donc une estimation d'une abondance, par exemple, va évoluer quand on cumule différentes sources d'incertitude. Plus on cumule des incertitudes, plus la distribution de probabilité s'étale, donc plus l'incertitude est grande. Et ça va se répercuter, bien sûr, sur les prédictions. Alors, un exemple pour être un petit peu concret. Alors, cet exemple porte sur un stock... vous avez sans doute l'habitude de manger de la sole, voilà, donc je vais parler du stock de sole de la Manche Est. Alors juste quelques chiffres, les captures annuelles c'est entre 4000 et 5000 tonnes par an, c'est fluctuant. C'est un poisson à haute valeur commerciale, au prix débarqué c'est environ 10 euros le kilo, donc ça génère un chiffre d'affaires assez considérable. Beaucoup de marins et de navires vivent de cette ressource dans cette zone. Et alors le premier niveau d'incertitude que je voulais illustrer ici, c'est l'incertitude autour de la reconstruction de la biomasse, donc de l'estimation de la biomasse de sol que l'on peut faire chaque année. Et donc sur ce graphique, vous voyez sur une trentaine d'années, la reconstruction de la biomasse et avec la zone grisée ici qui montre le niveau d'incertitude que l'on a sur l'estimation même, donc le premier niveau, si vous voulez, dans la chaîne de traitement de l'évaluation du stock de la biomasse. Donc c'est des milliers de tonnes, à la limite, peu importe l'échelle. Deuxième niveau d'incertitude quand on avance dans la chaîne de traitement, comment ça se répercute sur le diagnostic de surexploitation, par exemple. Alors ici, j'ai montré l'estimation d'une quantité sur laquelle on s'appuie, qui est la mortalité par pêche, que l'on estime, donc la mortalité induite par la pêche, sur la population. Pareil avec la gamme d'incertitude en grisé. Et le gros trait rouge, c'est la référence, le rendement maximum durable. Donc là, on voit que sur ce stock, l'estimation, c'est qu'il est surexploité, puisque la mortalité par pêche est quasiment constamment, malgré l'incertitude, toujours au-dessus du rendement maximum durable. Et du coup, j'ai mis à droite la façon dont ça se répercute en termes d'expertise et de décision, juste pour faire peut-être un clin d'œil avec ce lien. Donc
En 2015 et en 2016, les groupes d'expertise scientifique ont proposé des diminutions de quotas de pêche sur la sole, assez considérables, moins 60% en 2015, moins 32% en 2016. Et puis, ça a été suivi d'une décision, vous voyez, qui est un petit peu en deçà, par les conseils des ministres de la Commission européenne, moins 28% et moins 14%. Ça, c'est la différence entre ce que font les décideurs d'une expertise scientifique. Et alors, je voulais illustrer ici le fait que, finalement, la source majeure d'incertitude que l'on a quand on travaille sur ces idées-là, c'est essentiellement le fait qu'il y a beaucoup de processus écologiques qui sont très mal connus. Et en fonction des hypothèses que l'on fait sur ces processus écologiques, on va arriver à des diagnostics qui sont fondamentalement différents. Qu'est-ce que j'ai mis ici? J'ai rajouté un graphique qui indique que si on considère qu'au niveau de la Manche, on n'a pas une seule, mais 3 sous-populations de sol qui échangent peu d'individus entre elles, et ça, on a de bonnes raisons de penser que le système fonctionne comme ça, mais on n'en est pas sûr. À ce moment-là, on va faire un diagnostic évidemment différent, puisqu'on va évaluer les 3 populations indépendamment, et vous voyez que l'estimation de la mortalité par pêche est complètement différente de celle qu'on faisait avant en considérant une population globale, avec un stock ici qui est le plus à l'ouest, qui est globalement sous-exploité, alors que les 2 autres vont être globalement surexploités. Donc une grosse incertitude due à ce processus écologique de déplacement des individus ou de connectivité sur lesquels on travaille pour améliorer la connaissance, mais pour l'instant, voilà, c'est un gap dans la connaissance qui induit une source d'incertitude majeure. Donc je quitte cet exemple et puis je reviens sur quelques idées clés, et ce sera la dernière partie de mon exposé. Donc incertitude, risque, approche de précaution. Alors, idée force qu'il faut retenir, c'est que l'incertitude génère du risque. Le risque, globalement, c'est la probabilité d'un événement indésirable. Quand on fait de la gestion des ressources renouvelables, un événement indésirable, c'est une surexploitation ou une extinction d'une espèce ou quelque chose de ce genre. Et sous-estimer les incertitudes, toujours, conduit à une surconfiance dans les diagnostics, une surconfiance dans la capacité à contrôler les systèmes, et donc une sous-estimation des risques. Et donc ça, c'est le grand message de l'approche de précaution. Donc il faut travailler, il faut développer des méthodes, des outils pour diminuer au maximum les sources d'incertitude. Deuxième message, la gestion selon l'approche de précaution, au pied de la lettre, c'est difficile parce que ça a un coût. Ça a un coût social, ça a éventuellement un coût économique. Ici, j'illustre cette idée par l'exemple également dont vous avez sans doute entendu parler, le cas du thon rouge, qui est une espèce un peu emblématique et puis largement surexploitée. Alors les thons rouges sont exploités en Méditerranée. Alors le groupe d'expertise produit des graphiques de ce type-là, où qu'est-ce que l'on voit? On voit ici en fonction des années de projection. Donc on a prédit l'évolution de la population selon des modèles entre 2010 et 2022. Comment la population va évoluer en fonction de différents quotas de pêche ici que l'on fixe. Donc ici 0, c'est-à-dire moratoire de pêche, on arrête de pêcher en 2010, on regarde ce qui se passe jusqu'en 2022. Ici on pêche 15 000 tonnes. Et en 2010, le scénario statu quo, c'était on continue à pêcher 13 000 tonnes. Et les couleurs, c'est la probabilité avec laquelle la population est capable de se reconstruire au niveau du RMD. Donc la population est surexploitée en 2010, comment elle va se reconstruire jusqu'au RMD. Et on voit qu'elle se reconstruit au RMD avec une probabilité de 70% en 2019, à condition qu'on accepte un quota de pêche de 0, donc moratoire de pêche en 2010. Il va nous falloir 9 ans pour réatteindre de nouveau le RMD avec une probabilité acceptable de 70%. Par contre, si on reste au statu quo, il faudra attendre 2022 pour atteindre le RMD avec ce même niveau de probabilité. Donc finalement, l'idée que je voulais illustrer ici, c'est pour atteindre le RMD avec une probabilité acceptable en 2019, il faut accepter un moratoire de pêche. Voilà. Donc ça a un coût, évidemment. Et alors c'est ça qui fait qu'après, quand on transmet ça aux décideurs, c'est difficile, évidemment. Alors pour 2-3 idées pour finir, je prends encore 1 ou 2 minutes. L'incertitude n'est pas toujours une fatalité, évidemment. Alors il y a des processus stochastiques irréductibles, mais il y a l'incertitude qui est due à notre défaut de connaissance. Donc on peut travailler pour diminuer l'incertitude et améliorer la connaissance, évidemment. Et derrière ces idées-là, il y a les idées de valeur de l'information. Pas mal de gens qui s'intéressent à l'idée
Une donnée, ça coûte cher à acquérir, il faut affréter un bateau, etc. Ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Dans quelle mesure cela va permettre de diminuer l'incertitude, donc d'optimiser notre capacité à gérer les ressources le mieux possible. Et puis, c'est les idées également de gestion adaptative, c'est-à-dire que la gestion doit s'adapter à l'amélioration de la connaissance en perpétuel. L'expertise scientifique doit-elle minimiser l'incertitude pour plus d'efficacité? Alors ça, c'est une question importante où l'on... Alors c'est pas complètement mon terrain, mais c'est peut-être pour faire la transition avec... amener des idées pour la session qui suit. Le scientifique s'engage dans l'expertise. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Évidemment, la science n'a pas pour objectif d'énoncer des certitudes. Donc non, le scientifique, quand il fait de l'expertise scientifique, doit continuer à produire des résultats en quantifiant au maximum les incertitudes et en étant le plus honnête possible dans la façon dont il transmet l'incertitude. Donc c'est une première façon de répondre. Donc si on demande à un scientifique une réponse certaine, c'est pas son rôle et c'est par abus s'il le fait quelque part. Et puis une autre façon de répondre à l'extrême, c'est de répondre oui, effectivement, puisque si on délivre un message d'expertise scientifique avec trop d'incertitudes, on tue le message et l'expertise scientifique devient inaudible. Et je peux vous garantir que dans le monde de la recherche et de l'éthique, ce débat anime beaucoup les comités d'expertise scientifique. Donc c'est vraiment une question intéressante et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Alors, finalement, peut-être que la conclusion, c'est qu'il faut vraiment travailler pour, et ça c'est des choses sur lesquelles on n'est pas fort encore, pour développer l'art de communiquer l'incertitude. Puisque c'est quelque chose de difficile de communiquer l'incertitude. On doit le faire. Comment le faire de façon la plus efficace possible? Alors je prends l'exemple ici de l'incertitude météorologique que vous connaissez bien. Alors évidemment, pour mieux communiquer l'incertitude, faut-il changer de présentateur? Non, c'est pas la bonne réponse, c'est sûr. Et je pense qu'on a beaucoup de leçons à retenir peut-être, par exemple, de ce contexte-là. Une carte météorologique, c'est quoi? C'est un message. On retient le message. C'est la carte. Voilà, donc ça, c'était la prévision de la météo pour aujourd'hui. Vous voyez qu'ils ne se sont pas beaucoup trompés. Hein, c'est assez pluvieux. Et puis, un indice de confiance. Voilà. Les cartes météorologiques sont assorties d'un indice de confiance. Derrière, il y a des modèles qui donnent des probabilités de pluie à chaque endroit. Mais ça, les gens ont bien compris que ce n'était pas efficace pour transmettre l'incertitude. Donc, on va donner une carte, un message, une valeur, et puis un indice de confiance. Voilà, c'est juste un petit clin d'œil comme ça, mais pour finir sur cette idée-là, c'est important de réfléchir à la façon dont on peut communiquer nos résultats avec de l'incertitude quand on met le pied dans l'expertise scientifique et qu'on est scientifique. Je vous remercie de votre attention.